Bonjour à tous, me voici avec Julien Guignat. Bonjour Julien. Salut Nicolas. Tu as écrit le livre 2 heures chrono pour mieux m'organiser. C'est ça. Un livre qui se lit en 2 heures chrono. Ouais, Euh, Sujet passionnant, sujet où il y a beaucoup déjà de choses qui sont écrites avec le c'est fameux clair. GTD de Allen. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui te Ouais. découvrent, qui ne te connaissent pas, et pour comprendre un peu plus le contexte? Ouais. Alors, j'ai créé un site qui s'appelle organisology.com sur lequel, en fait, j'aide des personnes ambitieuses à être plus productives et sereines, donc dans un quotidien surchargé, donc dans un quotidien, on pourrait dire, imprévisible, chaotique, comme on a pu se rendre compte en 2020. Et puis, je le fais à travers des articles qui sont gratuits et également des formations qui sont accessibles uniquement pour les membres. Donc voilà. D'accord, donc on va mettre le lien juste en dessous Ouais, de la vidéo. ouais, Euh, Justement, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à écrire et de quelle manière? Parce que le livre il est édité chez Dunant. ouais. Euh, Bah, en fait, je vais te dire, ce qui m'a poussé à écrire un livre, c'est Juno qui m'a contacté. Donc, moi, j'ai vu une opportunité là-dedans parce qu'ils sont allés voir, ils sont allés voir mon blog. J'ai vu une opportunité là-dedans et je me suis dit, bon, ben, je pense que les éditeurs qui te contactent pour écrire un livre, ça arrive pas tous les mois, tu vois. Donc, j'ai mis un petit peu de côté mes projets de l'époque. À l'époque, j'étais salarié et je suis passé à un temps partiel et j'en ai profité pour écrire mon livre. Donc, vu que j'écrivais déjà pas mal sur le sujet de l'organisation, je n'ai pas du tout recommencé de zéro, mais j'ai repris certains articles, je les ai mis à jour, j'en ai créé une certaine, j'ai essayé d'en créer une certaine structure. Et puis voilà, après le sujet de l'organisation, pourquoi le sujet de l'organisation? C'est peut-être ça ce qui t'intéresse et qui intéresse tes lecteurs. C'est que finalement, pour moi, l'organisation, c'est vraiment un levier qui te permet, s'il est appuyé au bon endroit, de soulever des montagnes en fait. mhm. Justement, tu parles beaucoup, c'est pas juste un livre sur l'organisation en elle-même, mais on part aussi dans la psychologie. D'ailleurs, Ouais, la première partie, tu parles pas mal de le rebelle qui voilà. sabote les efforts. Donc déjà, Ouais, le fameux effet de auto-sabotage, voilà, exact. c'est quoi exactement pour toi? Ben, bon, après, tu sais, il y a, justement, dans ce deuxième chapitre, je parle du rebelle, mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont parlé finalement de cette tendance que l'on a tous à, tu sais, à avoir une partie de nous qui veut s'améliorer et une autre partie qui veut uniquement profiter de la vie et ne pas forcément penser au lendemain. Donc, certains l'appellent le rebelle ou de la procrastination, d'autres la résistance. Donc, pour moi, c'est très, très important d'écrire sur ce sujet, tout simplement parce que c'est quelque chose d'inévitable. Quand on souhaite mettre en place une organisation, tu vois, on aura de toute façon, au bout d'un moment, une partie de nous qui va dire ah, arrête avec ces listes de tâches, profite de la vie, arrête de, je sais pas, de discipliner, arrête de travailler sur tes cours, arrête de lire des livres. En plus, aujourd'hui, tu vois, au moment où on est en train de tourner cette vidéo, on est confiné, donc on a toujours des bonnes excuses. En tout cas, le rebelle a toujours des bonnes excuses pour, euh, pour saboter l'organisation. Et pour moi, c'est très, très important d'en parler, surtout que pour moi, le concept d'organisologie va beaucoup plus loin qu'une simple organisation, c'est-à-dire de listes, d'applications, d'agenda, mais il y a vraiment cet aspect holistique, donc systémique, tu sais, c'est-à-dire se considérer soi-même dans un ensemble de systèmes qui est très, très important à considérer. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à travers ce rebelle, en fait. Mhm. Donc voilà. Le livre, moi, j'ai beaucoup aimé dans ce livre déjà la présentation et la mise en Ouais, forme. ouais. Alors, Franchement, bah, si tu... Ouais, c'est super parce qu'il y a il y a des exemples, il y a des trucs en rond où voilà, il y a des exact. conseils, etc., etc. C'était l'éditeur qui t'a imposé ça ou t'as inventé? Comment vous avez Ouais. travaillé sur ça? Non, non, non. En fait, c'est vraiment l'éditeur qui avait une idée de collection, qui voulait tester une idée de collection qui s'intitule 2 heures, 2 heures chrono. Et en fait, tous les livres de la collection ont ce style. Euh, Moi, pour être honnête, j'étais pas fan du style, mais en même temps, l'éditeur a aussi son mot à dire. Et finalement, il faut aussi faire confiance à l'éditeur, tu vois. Et je lui ai fait confiance et j'ai eu d'excellents retours quoi, par rapport à ça. Si tu veux, ça rend plus facile
l'approche de l'organisation qui est souvent vue comme quelque chose d'un peu ennuyeux, d'un peu chiant, de quelque chose qui tue la créativité, tu vois. Et je pense qu'ils ont joué un bon coup là. Oui, ben, justement, tu parles dans les 4 mythes sur Ouais, l'organisation. Je peux terminer mon travail, l'organisation tue la créativité, ouais, les to-do list me rend efficace, ouais. et, le temps se gère. Pourquoi ce sont les mythes? Alors pour moi, on va peut-être commencer par la to-do list. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles veulent s'organiser, vont commencer à jeter des idées ou des choses à faire sur une liste, tu vois. Et cette liste, elle peut être sur format papier, sur une application. Certaines personnes ont même 2 listes. Et le problème avec ça, c'est que finalement, ces éléments qui sont sur cette liste sont dissociés de cette notion de temps. C'est-à-dire à quel moment je vais faire cette tâche, tu vois. Et on peut voir des personnes qui sont très bien organisées avec des to-do list, très bien, mais souvent, elles ont la notion, elles savent placer des priorités. Et puis surtout, et souvent, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que les to-do list ne sont pas sur une application destinée aux to-do list ou sur une feuille de papier, mais elles se rangent dans l'agenda. Et de cette manière, tu vas voir finalement si tu as beaucoup trop de choses à faire, ça va te sauter aux yeux, c'est beaucoup plus visible. Et puis tu vas dire, ah ouais, ok, à quel moment je vais faire ces tâches? Et un petit tips ou un petit hack de productivité pour tes lecteurs, pour tes auditeurs. Pour moi, ce qui fonctionne très très bien, c'est de faire correspondre le type de tâche avec mon énergie et ou mon humeur. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est-à-dire elles vont simplement faire à la suite une succession de tâches, alors qu'en fait, on a des moments dans notre journée, on a beaucoup plus d'énergie, on a des moments où on est plus créatif, on a des moments où on a besoin de voir des gens. Et finalement, c'est aussi ça l'organisation, c'est que si on veut une organisation qui soit effective, donc efficace et efficiente, il faut finalement se connaître. Et c'est pour ça que pour moi, le mythe de la to-do list, c'est finalement, c'est pas une to-do list qui fera de vous quelqu'un d'organisé, mais c'est vraiment se connaître et mettre ses tâches dans son agenda et finalement faire correspondre les tâches avec son rythme d'énergie. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, on va peut-être pas tous les aborder parce que si on n'a que 45 minutes, ça va. On peut en parler des heures. Enfin, tu me diras si on les aborde tous ou pas. Mais le deuxième point que je vois souvent, c'est que les gens perçoivent l'organisation comme un obstacle à la créativité. Tu sais, beaucoup de gens pensent que les artistes, que les personnes qui doivent créer quelque chose, sont des personnes qui tout d'un coup, ils parviennent comme ça, un peu comme par magie, tu vois. Alors que, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'Einstein, il y a un livre qui s'appelle Daily Rituals. Je ne sais pas le titre en français, je ne connais pas le titre, mais peut-être tu pourras l'indiquer sous la vidéo. Et en fait, l'auteur du livre, Daily Rituals, a étudié beaucoup de personnalités, notamment Einstein. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que premièrement, toutes ces personnalités ont une routine. Donc, c'est-à-dire suivre une routine, ce qui permet finalement de mettre en mode pilote automatique toutes ces petites décisions qui ne t'apportent pas beaucoup de valeur parce que c'est des décisions qui reviennent au quotidien. Comment t'habiller, où travailler, qu'est-ce qu'il faut manger, tout ça, tu peux l'automatiser. Tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives à conserver un maximum d'énergie pour ces tâches qui sont vraiment importantes et ces tâches qui te permettent de créer beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, Einstein, il n'est pas uniquement célèbre pour son équation égale MC2, mais également, à côté de ça, il a écrit quelque chose comme 300 billets scientifiques, 300 papiers scientifiques. Et en fait, c'est la preuve que ce type, il a énormément créé. Il avait une routine. Et évidemment, après, ça a créé égal MC2, etc., etc. Mais finalement, quand on observe toutes ces personnalités qui réussissent, elles ont une routine. Cette routine est différente, mais elles ont toutes une routine. Mhm. Ce qui leur permet d'être créatifs, etc., quoi. Oui, justement, et comme tu dis, pour le premier point, justement, la to-do list et puis l'énergie par rapport à l'énergie, c'est intéressant. Donc, si je vais prendre l'exemple, j'ai envie de lire régulièrement tous les jours. Ouais. Par exemple, je peux mettre ça à un moment de ma journée où mon énergie va avec la concentration. Exactement, exactement. Moi, alors, j'ai testé plusieurs choses. J'ai testé à midi, j'ai testé en début de matinée, j'ai testé le soir. J'ai remarqué la lecture pour moi, c'est au début de journée ou en fin de journée. Mais après, ça dépend de chaque individu, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement,
et c'est ce que je dis aux personnes qui veulent se mettre dans l'organisation, et ça c'est quelque chose, j'en parlais peut-être pas dans la version 1 du livre, mais dans la version 2 qui sera prochainement rééditée, c'est si vous voulez vous organiser, commencez par mesurer. Mesurer quelque chose que vous faites. Ça peut être mesurer le temps que vous passez sur vos sites web, sur vos smartphones. Maintenant, on peut facilement mesurer ça. Mais des fois, on n'a pas envie d'être confronté aux résultats. Tu vois, des fois, savoir qu'on passe 4 heures par jour sur Facebook, ça peut être un petit peu difficile à avaler. Par contre, on peut commencer par mesurer le nombre de pages qu'on lit chaque jour, ou mesurer le nombre de pas qu'on fait chaque jour, ou mesurer les calories qu'on mange chaque jour, etc., en fonction de notre objectif. Mais simplement mesurer a prouvé finalement que ce principe était très, 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 très puissant. Et le fait de mesurer, finalement, on rentre dans une spirale, finalement, un cercle vertueux, et on commence à s'améliorer. Et surtout le plus important, c'est que si on souhaite s'organiser, l'idéal, c'est de mesurer, par exemple, le temps qu'on passe sur nos ordinateurs, nos smartphones, tout ça de manière automatique durant une semaine, de ne rien faire durant cette semaine, et ensuite de passer à l'action et de mettre en place une technique et de voir les effets que ça a sur le temps qu'on gagne, par exemple. Et ça, c'est très motivant, et c'est ce que font pas beaucoup de gens qui veulent s'organiser, c'est que les personnes sont motivées à changer et veulent directement mettre en place beaucoup trop de choses, et finalement, soit on se démotive, soit on ne sait pas ce qui est efficace. Mhm. Oui, c'est vrai que la fameuse, cette idée de euh, la, la seule chose que tu peux gérer, c'est la chose que tu peux mesurer. Mhm. Ouais, c'est Euh, clair. Ce qui ne se mesure pas ne se gère pas, quoi. voilà, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, ce que j'ai vu sur ton site, tu donnes aussi des astuces sur les applications pour Ouais. trouver. Est-ce que tu peux conseiller, est-ce qu'il y a déjà des applications pour mesurer mon temps passé sur telle ou telle activité? Voilà. Ouais. Alors moi, pour moi, il y a deux types de mesures. Il y a des mesures automatiques et des mesures manuelles. Une mesure en soi, elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise, ça dépend de ce que tu veux atteindre. C'est pas parce que tu passes peu de temps sur Facebook que tu es quelqu'un de productif. Ok, ça c'est déjà le premier truc à mettre. Il y a des personnes peut-être qui passent 2-3 heures par jour sur Facebook, mais c'est peut-être des community managers et c'est normal, tu vois. Donc toujours bien recontextualiser dans quel milieu, dans quel environnement on va mesurer. Pour répondre à ta question, moi j'utilise Rescue Time. Mhm. Donc Rescue Time, le désavantage c'est qu'il n'a pas de traduction française et il est peut-être un petit peu vieillot sur l'aspect design. Par contre, sa force, c'est qu'il permet de synchroniser plusieurs outils. Donc, par exemple, si tu as un ordinateur, je ne sais pas, Dell, une tablette iPad et un smartphone Samsung, ben, en fait, tu installes Rescue Time sur ces différents outils et ça te donne un rapport. Donc ça, c'est intéressant, ça concerne finalement, ça te donne une vue relativement précise de combien de temps tu passes sur quel type de site. Et en fait, les sites, ils sont catégorisés. Donc, tu as des sites qui sont catégorisés comme étant productifs, enfin très productifs, distrayants, etc., etc. Tu peux aussi noter automatiquement quand tu reconnectes. Tu vois, par exemple, tu as quitté ton ordinateur. À partir du moment où tu bouges la souris, il va te dire où est-ce que vous étiez. Donc là, ça te permet de noter, j'étais en rendez-vous, je suis allé me balader, je suis allé faire mes courses, je suis allé faire mon sport. Donc ça te permet d'avoir une bonne vision de ta journée et au bout d'un moment, de commencer à voir les effets de ton organisation. Ça, c'est pour tout ce qui est mesures automatiques. Ensuite, tu as les mesures manuelles. Les mesures manuelles, c'est par exemple tout ce que tu ne peux pas automatiser via une application. Ça peut être par exemple chaque fois que tu fais de la cohérence cardiaque, ou chaque fois que tu te réveilles avant 7 heures, ou chaque fois que tu fais une insomnie, etc., etc. Tu peux ou non décider de le noter. Moi, par exemple, chaque fois que je publie un article sur mon blog, je le note. Chaque fois que je lance un produit, je le note. Chaque fois que je lis plus de 5 minutes, je le note. Et au bout d'un moment, je note tout ça dans mon agenda, dans une application qui s'appelle Workflowy. Workflowy, pour moi, ça a vraiment changé ma vie. C'est vraiment une organisation. J'en parle pas dans le premier livre, mais j'en parle dans le deuxième livre. Ça m'a énormément aidé pour centraliser mon information et gérer la surcharge d'informations qu'on peut avoir au quotidien. Et en fait, j'ai intégré mon agenda là-dedans. Et en fait, je note avec un code couleur les différents comportements. Et en fait, après, je pense que tu connais la méthode de la chaîne qui est de faire le plus longtemps les mêmes comportements le plus longtemps possible. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de changer pas mal d'habitudes, quoi. D'accord. Tu te penches, oui, il y a pas mal d'astuces aussi sur, comment dire, sur les objectifs, hein, Ouais, sur planifier sa réussite. ouais,
et tu montes, tu t'es ressourcé énormément. J'ai vu aussi en bibliographie, en fait, c'est un vrai travail Ouais, de chercheur quasiment ouais, que tu as pu faire. Euh, Il y a une chose qui est intéressante et qui revient souvent, c'est justement les calendriers. Comme tu as dit, il y a ouais, des calendriers papier ou calendriers Google ou ouais. Outlook ou autre. Quel est, quels sont les points, d'après toi, et tes expériences avec des différentes personnes et les tiennes Ouais. par rapport à justement l'efficacité dans ce domaine? Ouais, alors pour moi, il y a un peu une fausse discussion qui oppose les fans de numérique, donc c'est-à-dire calendrier Google, Outlook, etc., et ensuite les fans de l'organisation papier. Moi, j'ai fait les deux, et avec les deux, j'ai été efficace. Et pour couper court à la conversation, aux discussions, en fait, pour moi, le meilleur système d'organisation, c'est celui que tu utilises. Voilà. Et en fait, tu n'as pas vraiment de juste ou faux. Chacun doit s'adapter à son contexte. Moi, auparavant, quand j'étais un salarié, j'avais une organisation papier pour ma vie privée, une organisation numérique pour ma vie professionnelle. Et au bout d'un an, j'ai tout migré sur l'aspect numérique. Moi, ce que je recommande vraiment aux gens, c'est d'éviter d'avoir plusieurs agendas, c'est-à-dire d'en avoir qu'un seul, peu importe que ce soit papier ou numérique, d'en avoir qu'un seul. Et puis, finalement, d'avoir un outil avec lequel ils ont du plaisir à travailler. Mhm. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment important. Et à partir du moment où tu as du plaisir, tu dis, ah, tu commences à l'améliorer. Et puis, si tout d'un coup, pour une raison ou une autre, tu te dis, bon, maintenant, le papier, c'est quelque chose qui a été adapté dans le passé, et maintenant, il faut que je passe au numérique, eh ben, je pense que c'est le trait des personnes qui sont intelligentes, c'est qu'elles s'adaptent, peu importe la situation qui leur arrive dessus, tu vois. Et voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de meilleur ou de pas meilleur. Il y a Oui. juste des forces et des faiblesses sur chacun d'eux, quoi. Et, tu parlais aussi de Workflowy. Ouais, Workflow, oui. C'est l'application pour gérer le calendrier ou c'est quoi exactement ce que tu Alors, si tu veux, Workflowy, c'est un outliner ou un idéateur. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'à la base, c'est fait pour faire des listes, mais chaque élément de ta liste peut devenir à lui seul une nouvelle branche de ton organisation, c'est-à-dire un nouveau container. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais en gros, tu as un seul document sur lequel tu peux zoomer à l'infini euh, comme une arborescence. Tu sais, toi, tu me parles du mind map, Oui. mais en fait, c'est la même chose que le mind map, sauf que ce n'est pas une représentation visuelle comme le mind map, c'est une représentation hiérarchique. Et en fait, tu peux ouvrir, fermer des points. Et ensuite, ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est que c'est très rapide. Et ensuite, tu peux commencer à t'organiser avec des liens et avec des mots-clés. Ce qui te permet en fait de retrouver très rapidement une énorme quantité d'informations. Je vais te dire, là, attends, je vais aller voir mon workflow, je vais te dire combien de mots j'ai. Hein. Tac. Hop. Aujourd'hui, au moment où on se parle là, tuc, hop, attends. J'ai 962 219 mots. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que toute mon organisation est dans ce logiciel, excepté les factures, les PDF, certaines images que j'ai envie de sauvegarder. Ça, je les mets dans Google Drive. Tout le reste, quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose qui doit aller dans mon agenda, quand j'ai des notes à prendre, quand j'ai des articles à écrire, quand j'ai des produits à créer, quand j'ai des rendez-vous à préparer comme celui qu'on est en train de mener là, tout est centralisé dans ce logiciel. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis pas en train de courir dans plein d'applications. Je ne suis pas en train de me demander si c'est la bonne organisation, la bonne information, est-ce qu'elle est à jour. Je ne suis pas en train de me poser cette question-là, tu vois, Mhm. parce que je sais que tout est dans un seul, ou enfin tout, la plus grande partie, j'ai encore les emails, là, mais tout est dans ce logiciel. Et ensuite, ce logiciel, à la base, il est là pour faire des listes. Mais tu peux aller beaucoup plus loin, et moi, j'ai intégré mon agenda dedans. Évidemment, ça ne va pas convenir à toutes les personnes. Encore une fois, il faut créer son organisation. Mais pour moi, c'est quelque chose de très, très puissant. Ok, ben une astuce à vérifier. Ouais, exact. Je connaissais pas ce logiciel, Ce je l'ai testé logiciel. moi-même. Ouais. Tu parles aussi d'une question qui était vachement intéressante pendant la lecture. Alors, c'était, voilà,
quand agir et quand attendre. Ça veut dire que on est en général, on se mesure, voilà, j'ai agi, mais parfois, il faut aussi attendre et être patient. Ouais, il y a des fois où l'attente, elle est stratégique parce qu'elle te permet finalement de, comment te dire, enfin, il faudrait que je trouve un exemple intéressant. Ouais, on va parler d'un exemple de ta boîte mail. Tu sais, on va essayer de mettre ça dans le concret. Il y a des personnes qui vont tout le temps consulter leur email, tout le temps vérifier leur email, tu sais, genre à longueur de journée. Et en fait, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Euh, à 8 heures, il y a une personne qui t'écrit et à 11 heures, la même personne, elle t'écrit et elle te dit, c'est bon, j'ai trouvé la réponse. Tu vois? Donc, en fait, tu as des moments dans ta vie comme ça où il est préférable d'attendre et des moments où il est préférable d'agir. Tu vois? Et évidemment, moi, je dis toujours, c'est intéressant d'agir, mais au bout d'un moment, des fois, il faut attendre. Il faut attendre, par exemple, que le feedback arrive. Il faut attendre que tu aies suffisamment d'informations pour prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire parce qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle cette paralysie de l'analyse. C'est-à-dire qu'elles se disent, OK, pour, euh, pour me lancer dans le business, pour faire ceci, pour faire ça, il me faut plus d'informations, il faut que je lise plus, il faut que je consulte plus de formations, etc., etc. Et là, les personnes me diront, ouais, alors comment je peux faire pour savoir le bon moment? Quand c'est qu'il faut que j'arrête de lire et qu'il faut que j'agisse? Et pour moi, en fait, tu ne pourras jamais savoir quand c'est le bon moment. C'est très difficile de savoir quand c'est le bon moment. En général, le bon moment vient à toi. Mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est de se dire, OK, si vous avez un projet, si vous voulez vous lancer dans un, je sais pas, par exemple, faire un business en ligne, ou créer un blog, ou créer un livre, peu importe, hein. Quand on veut se lancer, et qu'on a tendance à vouloir trop lire, ce que je recommande aux gens, c'est de mettre une échéance à cette recherche d'information. C'est de se dire, OK, durant 3-4 semaines, je vais me documenter. Mais à la fin, j'agis. Parce que sinon, il y aura toujours une nouvelle information, un nouveau livre Oui. qui est publié, un nouvel interview. Et en plus, le contexte dans lequel on est, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Donc, en fait, tu peux passer ta vie à analyser la situation sans agir. Et au final, tu n'as rien fait. Donc, c'est pour ça. Après, j'invite les gens qui sont curieux à lire le chapitre. Mais en gros, voilà, c'est que quelques astuces que je donnerais par rapport à ça. C'est bien d'agir, mais c'est aussi bien d'attendre. Et le plus dur est de faire la différence entre les deux. Oui, oui. C'est sûr que parfois, surtout sinon, par exemple, dans nos sociétés, on a des personnes, des clients qui envoient un email et après, c'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais, bah c'est clair. Et, Ah, c'est bon, j'avais pas vu le bouton, j'avais pas vu l'onglet. euh, ok, ben justement, tu parles aussi de l'action, la notion d'agir, la notion Ouais. de besoin d'agir. Et, Mhm, du côté de toutes les personnes qui sont perfectionnistes, qui sont procrastinataires ou qui mhm. sont le syndrome d'imposteur, justement, de dire voilà, mais ah oui, je suis pas encore documenté, etc., etc. Euh, Au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a la deuxième version Version, ouais, qui édition, ouais. va sortir, est-ce que il y a des nouvelles astuces par rapport à cela? Est-ce que tu as, des exemples à donner? Et Ouais. Alors, c'est un sujet relativement complexe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport, tu sais, on a souvent cette tendance à croire que si tu procrastines, tu as un problème de motivation. Mhm. Et donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver des livres, trouver des vidéos. Il faut regarder des vidéos sur la motivation, etc., pour agir. Moi, je procrastinais pas mal et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que la procrastination, donc cette tendance à ne pas agir sur les tâches qui nous permettraient d'avancer vers nos objectifs, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'un procrastinateur, son problème, c'est pas la motivation parce qu'il fait beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, pour éviter de payer des factures, il va réparer son vélo, il va réparer sa voiture, il va ranger son garage, il va nettoyer son frigo, il va classer ses documents sur son ordinateur. En fait, il va faire beaucoup de choses. Donc, en fait, pour moi, je suis parti du principe suivant. Le problème du manque d'action, ce n'est pas la motivation. Le problème, c'est la structure de la tâche. Ah, Parce que, ah. parce que tu as des tâches qui sont intéressantes. Ok, tu as des tâches qui sont comme par exemple, qui sont faciles à faire. Par exemple, je ne sais pas, toi, c'est quoi ta passion? C'est lire des livres? Je ne sais pas. C'est quoi ta passion à Ah, toi? ah, Par exemple, tu vois. Donc, pour toi, commencer un livre, c'est facile. Donc, en fait, ce que je recommande aux lecteurs, c'est de se poser la question, commencer à analyser chaque fois qu'il procrastine, chaque fois qu'il ne passe pas à l'action, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui fait dans cette tâche que je ne passe pas à l'action et essayer de commencer à trouver les points en commun.
tu vois, et de changer la structure de cette tâche afin de la rendre plus accessible, afin de la rendre plus facile au démarrage, afin de la rendre plus agréable à continuer. Tu vois, par exemple, pourquoi pas, je ne sais pas si tu as de la, si par exemple tu as un problème à écrire un article, pourquoi pas faciliter le démarrage en faisant des recherches durant une demi-heure sur le sujet de cet article. Comme ça, durant la première demi-heure, hop, tu te mets en mouvement. Tu vas trouver des articles intéressants, tu mets un timer, tu vois, mais tu commences. Ensuite, le timer, il arrête. Je dis, OK, maintenant, je vais passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est par exemple suivre une liste d'étapes. Je vais faire l'introduction. Ensuite, je vais parler du problème. Ensuite, la fausse solution. Ensuite, la solution, etc., etc. Et finalement, évidemment, tu appliques un concept qui est très connu, c'est de créer, c'est de décomposer le travail, tu vois. Mais c'est aussi plus que ça, c'est de te mettre en mouvement, c'est de faciliter le démarrage, faciliter le fait de continuer la tâche, comme par exemple écouter de la musique. Ok. Oui, c'est Moi, vrai, ça fonctionne bien. tu as Tu pas vois. mal d'études sur la Voilà, musique. Oui. moi, ça fonctionne très bien pour moi. Après, il faut tester. Chez certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Ça dépend aussi du type de musique, mais ça fonctionne très bien. Donc, parler de musique pour faire durant la tâche, mais ça ne fonctionne pas pour toutes les tâches. Tu vois. Mais après, ça peut être, je ne sais pas, travailler debout. Ça peut être, je ne sais pas, boire un café avant de commencer la tâche, comme ça, tu as plus d'énergie, etc., etc. Alors, évidemment, après, tu ne vas pas boire un café tout le temps, etc. Mais tu vois où je veux en venir. Et puis après, il y a aussi le fait de terminer la tâche. Donc, réussir à terminer la tâche. Et ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont de la peine par exemple, publier un article en ligne parce qu'ils ont peur de la critique, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'idée, c'était voilà, pour les personnes qui veulent agir, etc., etc. Alors, il y a ce que j'ai parlé, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème de motivation, c'est plutôt un problème de structure de tâche et d'environnement. Et ensuite, un autre point, c'est commencer par mesurer. Mhm. Oui, Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment tout un axe que je n'avais pas abordé dans la première édition et que j'aborde dans cette deuxième mhm. édition. Et je l'ai vu, c'est très, très puissant. Mais c'est tout un phénomène, hein. Enfin, ce phénomène où je ne sais pas comment on l'appelait, mais en tout cas, c'est une question super importante, c'est que euh, tout se passe dans l'action finalement. Beaucoup de choses se passent dans l'action, exactement. Donc, dans l'action, je vais être jamais parfait, ce sera jamais parfait. Et c'est en étant dans l'action, je me pose pas de questions, j'agis comme les enfants qui sont dans le moment présent, ils vont y aller, Voilà. ils vont se mettre à jouer ou à faire des choses sans vraiment se poser de questions. Laisser de côté, voilà, laisser de côté les questions de critique, etc., etc. Voilà. Moi, par exemple, je suis un défi en ce moment, c'est d'écrire 500 mots par jour. Excellent. Cool. Et fonctionner par défi, ouais, j'aime ça. Donc, Ouais, ça, c'est aussi j'ai intéressant. inscrit dans mon calendrier et puis tous les jours, parce que voilà, je suis en train d'écrire un livre sur la lecture rapide et Cool, félicitations. l'autodiscipline. Et du coup, Ouais, bah ouais, tu profites, quoi. c'est ça en fait. Moi, je pense que tu étais juste là de travailler par challenge, par défi l'année passée. Je me suis dit, OK, je vais arrêter l'alcool 90 jours, tu vois, le 15, le 15 décembre. Et en fait, là, j'ai pas rebu une goutte d'alcool, tu vois. Parce qu'en fait, bon, évidemment, le confinement, je pense qu'il aide, mais simplement parce que durant 90 jours, j'ai pu voir le bienfait que ça faisait, tu vois, à mon corps. Et en fait, au début, bah, le fait de te dire que c'est un défi, tu dis, OK, bon, je vais essayer, et puis si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave, tu vois. Quand tu fais un défi, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, quand tu fais une expérience, c'est ça que je veux dire, quand tu fais une expérience, il n'y a pas de juste ou faux, tu vois. Il n'y a que de la découverte. Et finalement, tu découvres, tu dis putain, chouette, mes nuits de sommeil, elles sont vraiment agréables. Finalement, mes amis sont toujours là, ils continuent de me parler et puis ils m'invitent toujours à leur soirée parce que bon, j'avais peur de me retrouver seul, mais voilà, etc. etc. Tu vois. Et c'est ça qui est intéressant avec le challenge. Et je pense que tu fais juste dans ta démarche. Quoi. 2 fois dans ma vie, j'ai fait ce challenge où une fois à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de ne pas boire d'alcool pendant une Ouais, année ouais, et je l'ai tenu. Et cool. après, une autre fois, ben, c'était il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans que je me suis fait un challenge de ne pas boire d'alcool, justement Ouais, aussi en début d'année. Pendant 6 mois, je ne buvais pas d'alcool et voilà, comme tu dis, les bienfaisances sont énormes. Après, ouais, comme j'aime bien le vin rouge, par exemple, et aussi la bière belge, bah ouais, euh, en fait, comme j'habite en Pologne, je suis polonais, ouais, je bois pas d'alcool en Pologne et je me permets de boire un petit peu quand je suis en France ouais, ou en Belgique. Mais ouais, c'est, en même temps, j'aime pas être sous. J'aime pas
avoir ce sentiment où j'ai plus de Ouais, courage. ouais, ouais. Mais par contre, j'aime bien, voilà. Donc, j'ai C'est trouvé clair. Ouais, une façon de fonctionner. moi, moi parce que je partage ces expériences avec mes lecteurs. Et en fait, si tu veux, je suis toujours dans la position il n'y a pas il y a pas de juste ou faux. On est tous, tu sais, on a tous notre propre livre. On est tous à la même page. On n'est pas tous à la même page du livre. Et je pense que ça, c'est aussi un peu le problème du développement personnel et finalement des réseaux sociaux dans leur globalité. C'est qu'on se compare énormément aux autres, beaucoup plus qu'avant, tu vois. Et Ouais. avant, tu pouvais te comparer avec les gens de ton village ou de ton quartier si tu habitais dans une grande ville, tu vois. Il y avait, bah voilà, si tu étais mécanicien, bah, il y avait un bon mécanicien et tu pouvais peut-être rivaliser avec lui. Maintenant, en fait, avec les réseaux sociaux, tu te compares avec le monde entier, tu vois. Donc, en fait, c'est super insidieux et c'est super facile de se sentir nul parce qu'en fait, de toute façon, il y aura quelqu'un de meilleur que toi. De toute façon, tu ne peux pas rivaliser contre 7 milliards de personnes qui, en plus, certaines personnes, euh, par exemple, moi, je prends mon cas, moi, je rivalise contre des personnes qui sont mortes. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont publié des livres qui sont excellents et finalement, les gens peuvent toujours consulter ces livres. Oui. Alors là, j'ai pris un cas extrême pour vraiment faire réaliser ça, mais quand toi, je ne sais pas si moi, par exemple, je vais voir une chaîne YouTube ou une chaîne, je ne sais pas, Instagram, et c'est peut-être une chaîne, le gars, il a posté les meilleures vidéos il y a une année, tu vois. Et donc, moi, je ne me compare pas uniquement avec 7 milliards d'individus ou 8 milliards, mais je me compare avec 8 milliards ou 7 milliards d'individus à différents moments de leur vie, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut faire très attention à ça et se comparer à qui on était hier. J'aime beaucoup, en fait, en Chine, par exemple, dans la, comment dire, dans la philosophie chinoise Mhm. des familles, eux, ils se comparent, ils ont tendance à se comparer uniquement par rapport, par exemple, ma famille aujourd'hui, par rapport à mes ancêtres. Donc, Ouais, en fait, est-ce que ma vie d'aujourd'hui, par rapport à mes parents ou mes grands-parents ou arrière-grands-parents, est meilleure? Est-ce que ouais, ma famille, on a évolué? Et là, on peut se comparer, ouais, mais on ne se compare pas en fait au niveau aux personnes de mon âge, ouais, etc. Parce que ils partent forcément d'un autre endroit. ouais. Et Tu c'est vois, inutile en fait. ouais, tu vois, pour moi, l'un des éléments qui va le plus influencer ta vie, c'est l'époque à laquelle tu nais et le lieu. Mhm. Tu vois, évidemment, maintenant avec Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Et évidemment, les médias vont beaucoup parler de ceux qui sont partis de zéro, qui sont arrivés très loin parce que c'est sensationnel, parce que ça vend. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui naissent dans un bidonville vont rester dans un bidonville. Mhm. Voilà, c'est la réalité. Donc en fait, ça, faut pas l'oublier. Et ce que je dis, c'est que les gens qui n'ont pas de chance, il faut pas tomber dans un attentisme fataliste et de se dire bon, de toute façon, mes parents c'était des alcooliques, et blablabla, et blablabla, et je vais rien faire et je vais être un alcoolique. Non, pas du tout. Ce que je veux juste dire, c'est ça sert à rien de se comparer à celui qui est né dans une famille riche en Suisse et avec qui pour qui tout allait bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ce que j'ai juste envie de dire, c'est OK, où est-ce que vous étiez hier? OK, est-ce que vous fumiez hier et aujourd'hui vous ne fumez pas? Félicitations. Hier, vous lisiez pas, aujourd'hui vous lisez? Félicitations. Et Mhm. dans 2 jours, ça fera 2 jours de suite que vous êtes à avoir ce mindset en tête, quoi. Exact. Euh, un autre point dans le livre que j'ai pas mal aimé, c'est la question d'énergie et la gestion d'énergie. Ouais, Tu parlais de la sieste. ouais, Tu parlais de 20 minutes, 26 minutes et 60 minutes. Et ça, ouais, moi, je connais les études sur 12 minutes, ouais. maximum 20. Mais c'est quoi cette histoire de 26 minutes pour les pilotes? Écoute, alors peut-être je me trompe, mais il me semble pas que j'avais ces chiffres-là en tête, mais peut-être que ça fait partie de l'infographie. Moi, ce que je sais par rapport à la sieste, c'est que, premièrement, depuis que je mets plus de réveil, j'ai plus besoin de faire de sieste. Donc ça, c'est le premier point que j'ai testé de vivre une année sans réveil et je me réveillais pas à 8h, 9h, 10h du mat. Je me réveillais en général entre 6h30 et 8h, enfin 6h30 et 7h30, je dirais, mais souvent c'était aux alentours des 7h. Pourquoi? Parce que j'allais toujours au lit à la même heure. Et ça, c'est un gros secret, c'est que ça change énormément de choses dans ta vie si tu vas tous les jours
le week-end comme la semaine, au lit à la même heure. Après, je sais que c'est difficile et ça nécessite de faire des concessions. Ça, je suis, et des fois, de temps en temps, je fais encore, je déconnecte à minuit, 1 heure, mais j'évite. Et ensuite, par rapport à la sieste, pour moi, c'est intéressant parce que ce qui se passe quand tu te réveilles, c'est que tu as de l'énergie. Ensuite, cette énergie, elle va chuter. Plus ton énergie chute, plus il est difficile de prendre de bonnes décisions, plus il est difficile de résister aux tentations, etc., etc. Et donc, c'est aussi pour cette raison que le soir, souvent, tu sais, après une journée de travail, tu rentres à la maison, tu t'étais dit le matin en partant, OK, ce soir, je bosse sur mes cours, je bosse sur mon livre, je bosse sur mon projet. Le soir, tu arrives, tu es lessivé et tu manges une pizza devant Netflix. Ok, on est tous pareils. Moi, le soir, je ne travaille pas. À partir de 18h30, je déconnecte. Tu vois. Et en fait, la sieste, elle te permet de augmenter ton énergie un petit peu au milieu de la journée. Donc, en général, si tu te lèves à 7h, tu vas avoir un petit coup de fatigue entre 13h et 14h, 12h30 et 14h, 14h30. Et à ce moment-là, il est intéressant de faire une sieste qui dure maximum 20-25 minutes. Parce que sinon, tu sombres dans les couches profondes du sommeil et émerger du sommeil est plus compliqué. Oui, c'est ça, exactement. Et puis aussi, ce que je tiens à dire, c'est que ceux qui font des siestes sur la route, il faut faire gaffe quand ils se réveillent, ne pas tout de suite prendre le volant parce que tu peux être un peu, pas encore avoir les yeux en face des trous. Oui, 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 je connais. Parfois, quand je fais la route entre la France et Ouais, la Pologne, ouais. en voiture, je fais des micro-siestes, mais Donc moi, ce que je fais, c'est micro-sieste. Et puis après, j'ai une application pour jouer aux jeux d'échecs. Donc micro-sieste, quand je me réveille, je fais une partie d'échecs ah, qui dure en 10 et 15 minutes. Et ensuite, je prends le volant. ok, pas mal. Mais les échecs, ça me fait travailler un peu les. Tu vois. Le côté logico-mathématique. Ouais, puis ça me réveille, quoi. Ok, une autre question, en fait, c'est tout un chapitre aussi. Tu parles de le chapitre qui est consacré justement à travail en équipe. Parce Ouais, que là, il y a pas mal de choses. Si je travaille tout seul, je suis ouais, confiné chez moi, par exemple, ouais. et je travaille en mode asynchrone. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent pas toujours appliquer parce qu'ils sont en open C'est space, clair. parce qu'ils sont avec. Il y a des réunions, la question des réunions qui tue surtout en francophonie. Ouais. Et quelles sont les astuces, enfin, quels sont les 3 points que tu devais dire pour travailler justement Ouais. mieux en équipe? Ouais, alors pour moi, c'est pas dans la version 1 du livre, mais parce que j'ai pas mal creusé le sujet. Pour moi, c'est de rendre visible le flux de travail dans ton équipe. Donc, c'est-à-dire essayer, peut-être tu as entendu parler de la méthode Kanban, j'en parle justement dans la deuxième édition, mais en gros, la méthode Kanban, le but de la méthode Kanban, c'est de montrer qui travaille sur quoi et de voir finalement où c'est qu'il y a des personnes qui ont trop de travail, où c'est que tu as des goulots d'étranglement dans ton flux de travail. Euh, Par où viennent les imprévus, qui c'est qui provoque les imprévus, etc., etc. Donc en fait, si je devais dire un seul truc, c'est mettez un tableau pour votre équipe, faites un Kanban, c'est-à-dire un Kanban, il y a plein d'articles sur le sujet, mais en gros, ta première colonne, c'est tout ce que tu dois faire. La colonne du milieu, c'est ce qui est en cours de réalisation. Et ce qui est la dernière colonne, c'est ce qui est terminé. Et après, évidemment, tu as plein de Kanban, c'est-à-dire que tu as des Kanban si tu dois développer un logiciel en équipe. Et moi, j'utilise le logiciel MeisterTask pour ça et ça aide énormément parce que justement, ça favorise la communication dans une équipe. À partir du moment où tu rends le truc visible, c'est difficile de te mentir à toi-même. C'est difficile de mentir aux autres. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et donc, en fait, si je devais donner un seul truc, c'est ça. Et ok. ça nécessite finalement de penser différemment. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent ou s'il y a des managers qui nous écoutent, eh bien, finalement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement commencer sur un petit projet qui n'a pas trop de, je veux dire, les enjeux sont pas trop grands, ok? Et puis d'essayer d'implémenter ça et voir finalement ce qui se passe. Ok, il y a un livre qui s'appelle Make the Work Visible. Make the Work Visible. Attends, je vais juste te trouver ça. Ouais, je t'enverrai. Je t'enverrai le lien. On va pas couper trop longtemps, mais ça t'explique les bases finalement du Kanban. Et ça, je pense que c'est très bien. Et tu commences quelque chose de nouveau. Et encore une fois, tu te bases sur la visibilité et sur ce qui est mesurable. Ça s'écrit comment comme bon? Kanban. K-A-M? Non, Kan comme Nicolas. Ah, Can.
Karen Ban. Byrne. Ok, d'accord. Ouais, Ben, ouais, ouais, pour l'astuce. Mais il y ouais. en a de toute façon qui vont dire j'ai tout essayé, cela ne fonctionne pas. C'est clair, c'est clair. Bah, en fait, ça c'est un point que je cite dans le livre. Euh, En fait, tu n'as pas tout essayé. Mhm. Pour moi, les personnes qui disent que ça fonctionne jamais avec moi, parce que j'en ai dans mes clients, je leur dis ça fonctionne pas encore avec toi. Ça, c'est une bonne chose. Et en fait, si tu veux, tant que tu as de l'espoir, tu peux trouver des trucs. Et c'est le psychologue humaniste Carl Rogers qui disait euh, pour qu'une personne, enfin, pour que je puisse aider une personne, cette personne a besoin de réellement vouloir changer. Moi, je peux pas, tous mes conseils, tous mes articles, toutes mes formations, je le dis tout le temps, ne vous apporteront rien si vous ne voulez pas réellement changer. Et ça, je peux pas faire grand-chose, mis à part faire des petites vidéos comme ça, ou alors essayer de donner des métaphores, des histoires de gens qui ont réussi, etc. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir ce désir. La personne qui dit j'ai tout essayé, ça fonctionne pas, je lui réponds t'as pas tout essayé et t'as pas encore trouvé la bonne solution. C'est vrai qu'on ne peut pas changer les gens, on peut juste les inspirer et puis Ouais, eux, ils doivent changer par eux-mêmes. bah voilà, le travail, sinon t'engages un assistant, il fait le travail à ta place, tu vois. Mais bah, et c'est ça aussi que je trouve cool, si tu veux, tu sais, par exemple, dans le fait de s'améliorer soi-même, c'est que personne ne peut faire le travail à ta place, Mhm. tu vois. Et C'est ça, vrai. c'est inspirant. Je crois que c'est Arnold Schwarzenegger qui disait, tu peux pas engager un type pour aller soulever des poids, tu vois. En fait, Mhm. si tu as des mecs qui sont très fit, si tu as des mannequins, des mecs qui sont vraiment fit, qui font la couverture des magazines, c'est que ça a encore de la valeur. C'est-à-dire que tu montres au monde que tu as réussi à avoir de la discipline. Ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Hein. Ça ne veut pas dire que tu as un business. C'est juste que euh, personne d'autre, autre que toi, a pu faire ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, tu vois, sur le fait de changer ses habitudes, de se transformer soi-même, c'est que on a de la reconnaissance et cette reconnaissance, elle vient de nous-mêmes, en fait. Et je la trouve vraiment intéressante. Finalement le fait de s'organiser, de se réorganiser et travailler sur ces points-là, c'est un grand cours de développement personnel. Bien sûr, bah, si tu veux, moi je suis contre les livres qui se résument en une seule idée, tu vois, un petit peu à l'américaine. Et vu que moi j'ai une approche holistique, donc systémique, c'est-à-dire analyser les systèmes Oui. dans leur ensemble, enfin pas dans leur ensemble, mais tu vas prendre en considération les systèmes, bah, finalement je ne pouvais pas faire un livre sur un seul élément, tu vois. Pour moi, c'est toujours. Enfin, après, c'est un choix personnel. Hein. Tu as des livres qui abordent que les to-do list. Mais au bout d'un moment, quand tu abordes que les to-do list, tu vas parler aussi de qu'est-ce qui doit figurer sur ta to-do list et tu vas peut-être parler. Ben voilà, il y a des tâches qui doivent vous permettre d'aller mieux, tu as des tâches qui doivent permettre de développer tes compétences, tu vois. Et finalement, pour moi, l'organisation, c'est vraiment un levier qui va allier d'un côté la connaissance de soi, ensuite la connaissance du système qui nous entoure, et puis ensuite ce levier que je citais au début, il doit te permettre de soulever les montagnes, mais tu dois choisir quelle montagne tu veux soulever. Donc, c'est-à-dire quel est l'objectif que tu veux poursuivre. Tu as des personnes qui veulent gagner 15 000 euros par mois, tu vois. Oui. Tu as d'autres personnes qui s'en foutent. Et puis maintenant, j'ai une question pour tes lecteurs. Qui est le plus inspirant? Une personne qui gagne 15 000 euros par mois, mais qui n'arrive plus à dormir la nuit, qui a fait 2 divorces et qui a fait un AVC, ou une personne qui gagne 4 000 euros par mois, qui a une famille bienveillante, qui a un couple qui tourne bien, qui arrive à bien dormir, qui arrive à économiser, tu vois? Et c'est ça que je trouve, et c'est ça aussi que je soulève dans la deuxième édition, c'est toujours en fait, c'est pour obtenir quoi je fais ça? Pour obtenir quoi j'ai envie de m'organiser? Et finalement, quand tu comprends que le sens à la vie qu'on lui donne, il n'y a pas de. Tu vois, c'est pas parce que tout le monde me dit qu'il faut que je crée un business en ligne qu'il faut que je fasse ça. Moi, j'ai des potes qui sont d'excellents salariés, qui sont super heureux parce qu'ils travaillent dans une entreprise avec laquelle ils s'identifient. Donc, bon, là, je t'ai fait un long monologue, mais c'est pour expliquer qu'en fait, l'organisation, c'est bien plus que simplement écrire des choses dans son agenda, quoi. Je te remercie beaucoup pour ton partage, super holistique, finalement, qui apporte une vision d'auteur au livre. Ouais, A priori, voilà, on parlait quand on commence à lire le livre en 2 heures chrono, mieux s'organiser, mais finalement, c'est mieux vivre sa vie au quotidien
Ouais. en prenant en compte les différents aspects de sa vie et avec voilà, un livre bourré d'astuces et bourré Ouais, c'est ça. d'exemples, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Encore une fois, merci pour ton partage et je te dis à Merci très à toi, bientôt. Nicolas. Merci, Nicolas. Bye bye.